Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder une question sensible qui fait à nouveau débat dans l'actualité, mais surtout encore plus au Parlement, à savoir l'éventualité d'une modification de la loi sur l'avortement, en Belgique bien sûr. Alors, pour rappel, le gouvernement a demandé à un comité interdisciplinaire, interuniversitaire, d'évaluer la législation actuelle sur l'IVG. Ce comité a présenté ses conclusions au Parlement dans un rapport qui recommande d'allonger le délai légal pour un avortement de 12 à 18 semaines, mais aussi, entre autres, de supprimer l'obligation d'information sur des alternatives possibles à l'IVG. À la suite de ce rapport, une question notamment se pose. L'avortement relève-t-il seulement d'une question de santé publique ou est-ce aussi une question éthique ? De leur côté, les évêques de Belgique, qui ont publié une déclaration, s'inquiètent d'un déséquilibre entre, je cite, la protection de la vie à naître et l'autodétermination de la femme enceinte. Alors, pour aborder ces questions complexes, j'ai le plaisir d'accueillir la députée Séverine Delavelay. Bonjour. Bonjour, Madame la députée. Vous êtes députée fédérale pour le parti écolo. Avec nous également Marie-Christine Mariem. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée fédérale également pour le mouvement réformateur. Et avec nous également Léopold Van Bellingen, qui est juriste et chargé de recherche à l'Institut européen de bioéthique, un organisme qui a pour mission d'informer le public sur les questions de bioéthique. Alors, une première question que je vais adresser à nos deux députés en plateau. Séverine Delavelay, je commence par vous. Est-ce que, selon vous, il faut prolonger le délai légal pour un avortement de 12 à 18 semaines ? Alors, je vais commencer par la réponse facile qui est, selon nous, oui, il faut le faire. Je voudrais juste réagir, si vous me laissez quelques secondes, par rapport à ce que vous avez dit en introduction. C'est que le rapport des scientifiques reprend 25 recommandations. Et il y en a une sur le délai pour interrompre, une effectivement sur l'information sur les alternatives, une sur le délai de réflexion, mais il y a toute une série de recommandations qui sont aussi sur la prévention. Parce que ni les scientifiques ni les politiques ne pensent que l'IVG est un recours évident dans le parcours d'une femme ou d'une famille et que donc la prévention doit rester au cœur des politiques publiques de santé publique. Et donc je pense qu'on aurait tort de se concentrer uniquement sur l'aspect de la durée, mais aussi voir ce rapport comme un rapport très complet et multiforme qui nous informe sur beaucoup d'aspects de santé publique auxquels sont confrontées les femmes. Mais la réponse est oui. Merci beaucoup pour cette première réponse et alors ces précisions. On aura l'occasion d'y revenir. Marie-Christine Mariem, même question. Selon vous, est-ce qu'il faut modifier la loi sur l'IVG par rapport au délai ? Faut-il passer de 12 à 18 semaines ? Alors, donc, cette loi a déjà été modifiée en 2018 et ceux qui ont connu les débats à cette époque-là à la Chambre ont pu mesurer évidemment la profondeur de la difficulté du sujet et évidemment de tout le respect que nous devons avoir à l'égard des femmes qui souffrent et qui sont obligées de se déplacer sans remboursement en Hollande pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Alors, jusqu'à 18 semaines... Personnellement, et je livre mon point de vue personnel, j'estime que c'est allé un peu trop loin, dans la mesure où on est déjà, avec 2 semaines d'aménorrhée en plus, à la moitié de la grossesse, et où on est donc dans la situation de faire l'équilibre, et c'est ce qui a été rappelé par les évêques à leur manière, de faire l'équilibre entre la vie humaine qui porte une autre vie, qui est déjà pratiquement viable, sachant qu'il y a dans le monde des naissances qui ont été sauvées à 21 semaines, donc tout près de ce délai-là, et que la pratique justement de cette interruption volontaire de grossesse peut faire naître des sentiments de douleur ou des ressentis de douleur. Là, aucun scientifique ne vous donne de réponse par rapport à ça dans le chef de l'embryon, sans parler évidemment de la femme qu'il porte et qui, dans la prévention et dans l'accompagnement, certainement pourra trouver l'aide nécessaire, notamment quand elle fait l'objet de pressions extérieures ou quand
évidemment, elle vit une situation angoissante dont elle veut sortir le mieux possible. Et je pense que le fait d'avoir autour de soi les personnes indiquées, les scientifiques, le gynécologue, les aides possibles, avec un délai de réflexion, c'est peut-être quelque chose qui est important. Donc tous les cas, évidemment, sont différents et la loi doit rester générale. Et c'est toute la difficulté. Donc j'incite vraiment à l'approfondissement de la réflexion avec l'aide des scientifiques, mais aussi sur le plan éthique et sur la liberté de vote des parlementaires dans ces questions. Voilà, donc déjà beaucoup de choses qui ont été dites en ces premières minutes. Léopold van Bellingen, donc je répète que vous êtes juriste, et chargé de recherche à l'IEB. Quels sont les arguments développés par le comité scientifique d'experts en question pour dire qu'il faudrait effectivement allonger le délai d'avortement de 12 à 18 semaines, pour rester encore sur cette question-là? Et donc, je dirais qu'il y a deux arguments principaux qu'on peut rappeler. L'un des arguments qui est d'ailleurs un petit peu étonnant, c'est le fait qu'il y a un certain soutien politique qui se dégage en faveur d'une extension à 18 semaines, donc 20 semaines d'aménorrhée, voire 22 semaines. Donc, ce qui fait 4 mois et demi, 5 mois de grossesse, ce qui est non négligeable. Et donc, évidemment, la question, c'est est-ce qu'un soutien politique peut être considéré comme un argument scientifique? Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le second, c'est vraiment le constat de départ de ce comité qui est essentiel, à notre sens, qui est de dire, finalement, l'autonomie des femmes, le féminisme, la place des femmes dans la société aujourd'hui est quelque chose qui doit être pris en compte de manière prépondérante. Et c'est vraiment, clairement, quelque chose d'important et qu'il faut soutenir. Mais la conclusion à laquelle arrive le comité à partir de ce constat, c'est de considérer que finalement l'avortement est essentiellement une question de choix et que l'enjeu éthique n'est plus fondamental et que donc l'extension est possible. Et je pense que si on interroge de nombreux experts, mais aussi de nombreux soignants qui sont vraiment aux côtés de ces femmes, eh bien, voilà, on voit qu'il y a d'autres aspects éthiques, psychologiques sur ces grossesses tardives, ces avortements tardifs, dans le cas de grossesses non planifiées. Madame Lavelet, je reviens vers vous. Donc, vous êtes plutôt favorable à une extension. Pourquoi est-ce que, selon vous, il faudrait allonger à 18 semaines? Et alors, surtout, est-ce que c'est une question quand même qui relève de l'éthique et pas seulement de la médecine, enfin, ou en tout cas d'une approche médicale de la question? Mais vous n'entendrez personne dire que ce n'est pas une question fondamentalement éthique, le choix à un moment de devoir interrompre une grossesse qui n'a pas été désirée. Personne ne prétend que ce n'est pas un choix fondamental qu'un jour, une mère, un couple, s'ils sont confrontés à ces décisions, c'est bien entendu un choix éthique. Ce que, en tant que politique, les écologistes défendent, c'est pas tellement le choix possible, c'est le droit de pouvoir décider à un moment de prolonger une grossesse qui n'a pas été désirée. Offrir un droit supplémentaire à une femme, un couple, d'interrompre une grossesse n'est en aucun cas une injonction à arrêter une grossesse. Chaque personne, un jour confrontée à ce choix très très souvent douloureux, pourra se demander pour elle-même, est-ce que je me sens vraiment dans l'obligation de mettre fin à cette grossesse? Si c'est le cas, nous nous alignons à la parole des femmes et nous nous alignons à la parole des scientifiques, qui est de dire qu'il faut pouvoir l'encadrer le mieux possible au niveau médical et paramédical, psychosocial, jusqu'à 18 semaines. J'insiste en disant que ce rapport a été fait bien par les 7 universités complètes de notre pays, qui sont à la fois des universités dites catholiques que des universités dites libres ou les universités d'État, et que les 18 semaines, c'est le fruit vraiment d'un consensus fort. Certains groupes de travail proposaient même d'aller jusqu'à 20 semaines pour couvrir vraiment quasi 100% des demandes actuelles auxquelles sont confrontées les femmes dans notre pays. Mais le consensus fort a été de dire de 18 semaines, justement parce que 18 semaines, ce ne sont pas des fœtus viables et qu'on a toutes les certitudes scientifiques que jusqu'à ce stade-là, on peut le faire dans le respect de la santé des femmes et du choix qui doit être fait à un moment ou à un autre. Donc on continue à penser qu'en tant que politique, on doit écouter la science, on doit écouter les praticiens et les praticiennes qui tous les jours accompagnent ces femmes et doivent, dans certains cas, leur dire « on ne peut pas vous aider ». Et vous devez trouver de l'aide ailleurs. Je pense qu'en tant que pouvoir public qui doit garantir les soins de santé de sa population, ce n'est pas acceptable. Et surtout, toutes les femmes n'ont pas les moyens de pouvoir aller
notamment aux Pays-Bas, pour obtenir les soins dont elles ont besoin. Et donc, si on veut pouvoir vraiment offrir des soins de santé égalitaires aux femmes dans notre pays, on doit pouvoir répondre à leurs besoins. Marie-Christine Marguem, est-ce qu'il y a un consensus aujourd'hui au niveau scientifique par rapport à cette question d'allongement du délai d'avortement? Je ne suis pas convaincue parce que donc vous avez, ce sont des moments qui se passent au Parlement et même s'il s'agit d'un conseil interuniversitaire, des choix sont faits. Des choix sont faits en termes de personnes, en termes de perspectives scientifiques et tout le monde, toutes les voix ne sont pas entendues. Or, j'ai quand même appris que certains gynécologues, professeurs, donc, notamment le professeur Bernard, indiquaient que la plupart des praticiens dans notre pays considèrent que, pour l'instant, la loi répond bien à l'ensemble des situations, d'autant qu'à côté, vous avez la possibilité de faire des interruptions médicales de grossesse. Et que donc, ces interruptions médicales de grossesse, sur 120 000 accouchements, sont au nombre de 20 000, alors que les 500 femmes, selon un recensement qui doit peut-être être plus méticuleusement regardé, parce que, bon, est-ce qu'on a les chiffres exacts, je n'en sais rien, mais 500 femmes par an qui devraient se rendre aux Pays-Bas et qui n'auraient pas ce droit aujourd'hui qu'elle souhaite obtenir pour l'encadrement qu'il fournit, là je vous rejoins tout à fait, la loi est protectrice, devrait donc aller aux Pays-Bas. Alors il y a un autre aspect, c'est qu'en France et en Allemagne, des femmes aussi vont aux Pays-Bas. Et donc si elles ne vont plus y aller, en imaginant que la Belgique adopte donc la nouvelle proposition de loi qui veut faire élargir le délai à 18 semaines, elles vont évidemment arriver en Belgique, donc avec des conséquences en termes aussi de santé et de formation de nos gynécologues. Parce qu'en réalité, vu l'âge du fœtus, ça ne se fait pas de la même manière. On procède par un morcellement de ce fœtus et c'est là que je reviens avec le problème de la balance entre la vie qui est là et qui est une chance pour l'humanité et la vie de la mère qui est tout aussi importante, dont la santé doit être évidemment préservée, mais le ressenti de ce fœtus. Aucun scientifique ne peut vous dire qu'il n'y a pas de ressenti de douleur. D'autant plus qu'à cette époque de la grossesse, les liens, je l'ai vécu moi-même, et vous aussi, les liens entre le fœtus et la mère sont de plus en plus intriqués, si vous voulez. Et donc, c'est aussi important pour elle que pour lui d'avoir le temps de réfléchir à ce droit que nous donnerions et qui est en fait déjà à la limite tellement à la limite de la vie humaine. Donc, moi, personnellement, je resterai, et c'est quand même un principe que vous connaissez chez Écolo, je resterai moratoire et je resterai assez prudente avec ces limites-là. Alors, donc, tout le consensus scientifique, là, je vous dis non. Il y a d'autres scientifiques dans ce pays qui n'ont pas eu la chance d'être entendus et qui pensent autrement. Léopold van Bellingen, est-ce que selon vous, la question éthique a été présente dans ce comité? Et puis, est-ce que, d'un point de vue scientifique, on peut dire à quel moment voilà, un fœtus est humain, suffisamment humain, ou voilà, pour pouvoir autoriser un avortement, entre guillemets? Évidemment, je joue avec les mots, ce n'est pas évident à exprimer. En tout cas, je dirais qu'il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, les avancées scientifiques de ces dernières années nous montrent, nous permettent vraiment de mieux comprendre la réalité de la vie avant la naissance. Donc, on l'a rappelé par rapport au lien mère-enfant, par rapport au développement du fœtus, par rapport aussi à la question du repoussement des limites de viabilité, etc. Donc ça, c'est ce que nous montre la science ces dernières années. Et puis, on a effectivement cette proposition de certains d'allonger le délai. Alors, sur la question de l'identité en tant qu'être humain d'un fœtus, il est clair que voilà, le consensus scientifique est total sur le fait de dire qu'un embryon, un fœtus, dès le départ, est un être humain à part entière. Il n'est pas un être humain potentiel ou en devenir. Il est, dès le départ, un être humain. Évidemment, plus on avance dans la grossesse, plus le stade de développement va être important et donc plus la technique d'avortement va être impactante pour la femme, pour le fœtus évidemment, pour les soignants, puisque très concrètement, à 18 semaines, donc 20 semaines d'aménorrhée, donc 4 mois et demi de grossesse, on est à 20 cm pour un fœtus. Et donc le fœtus est trop important pour être extrait sans être morcelé. Et donc évidemment pour la femme, c'est quelque chose d'assez lourd sur le plan psychologique, pour le soignant aussi sur le plan technique, sur le plan psychologique.
et évidemment pour le fœtus avec cet inconnu sur la possibilité d'une douleur éventuelle. Donc aujourd'hui, il y a des scientifiques qui préconisent effectivement d'anesthésier le fœtus, voire de l'euthanasier avant d'effectuer un avortement après 12 semaines. On le fait déjà. Madame de Lavelay, est-ce que je vais vous laisser réagir, mais vous pensez qu'il serait possible tout de même de trouver un équilibre entre ce droit de la vie à naître, du fœtus à naître, et puis le droit des femmes à l'autodétermination? Mais c'est le principe même de donner un cadre légal. Ce n'est pas d'obliger tel ou tel choix individuel ou de couple ou familial qui sera posé à un moment par rapport à une grossesse X, mais c'est d'offrir un cadre qui permet aux personnes d'exercer leurs droits. Donc il ne s'agit pas ici de choisir l'un ou l'autre, c'est de permettre en fait les deux. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donner une opportunité de santé publique à un moment à une femme n'est pas lui enlever le choix de pouvoir conserver une grossesse si, à ce moment-là, pour elle, parce que j'entends les préoccupations importantes pour la santé mentale d'une femme qui va à un moment procéder à une interruption volontaire de grossesse, même tardive, écoutons-la. Donnons-lui les outils de réflexion, elles les ont. Ça, c'est un des aspects, je trouve, très intéressants du rapport qui nous a été soumis au Parlement. C'est la confiance qui est faite dans les équipes soignantes pour identifier dans quel état la femme se présente quand elle a besoin d'aide et faire confiance à la femme d'avoir procéder à cette réflexion et si l'équipe soignante se dit cette femme-là n'est pas prête, de pouvoir l'accompagner et lui donner des réponses. Donc donner un cadre légal n'est pas imposer un choix. La personne, la femme confrontée à ce choix sera toujours en mesure de pouvoir décider ça, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre solution réellement pour moi que de mettre fin à ma grossesse, il faut pouvoir l'accompagner. Et j'entends la préoccupation de la douleur, personne n'est insensible à la question de la douleur fœtale. Personne. C'est vraiment une question fondamentale. Aujourd'hui, on pratique des interruptions médicales de grossesse jusque beaucoup plus tard dans une grossesse. Et donc, les médecins savent l'accompagner. Les médecins ne veulent pas faire du mal au fœtus. Et donc, ils ont déjà les outils, ils savent les utiliser. Et donc, si ça devait être nécessaire à un stade un petit peu plus tôt dans la grossesse, c'est des questions qui ont été très directement posées au comité d'experts qui est venu présenter son rapport à la Chambre. Ils étaient nombreux. On avait choisi une date justement qui permettait à un nombre significatif de personnes d'être là. Et ils étaient unanimes de dire la question de la douleur, on sait la gérer. Et à l'état actuel des connaissances, qui sont pas du tout les mêmes que celles qui étaient il y a 10 ans ou au moment où la loi de 1990 a été passée, on sait la gérer et on peut accompagner ça pour que ce soit sans douleur pour les femmes et pour le fœtus. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a ce qu'il faut médicalement pour l'accompagner. Il y a plusieurs pays européens, parce qu'on parle toujours des Pays-Bas, mais il y en a d'autres qui accompagnent jusque beaucoup plus tard. On a cette expérience qui montre qu'on peut le faire et qu'on doit pouvoir donner un cadre pour pouvoir le faire en Belgique. Marie-Christine Marguem, une réaction? Oui, donc simplement, on pourrait utiliser le concept d'interruption médicale de grossesse, par exemple pour des cas de détresse psychosociale. Il est évident que la plupart du temps, les femmes qui doivent, à un moment donné, douloureusement être confrontées à ce choix, sont dans des circonstances psychosociales qui pourraient donner à l'interruption médicale de grossesse un critère supplémentaire pour pouvoir y procéder, ce que nos médecins sont tout à fait en mesure de faire, effectivement. Et donc, le symbole qui est lancé est différent, parce que interruption médicale, ça veut donc dire que vous avez tout l'entourage de ce qui est la science et l'accompagnement psychologique et social de notre pays, dont vous parlez vous-même, à juste titre, et je partage tout à fait, pour permettre à cette femme qui prend son courage à deux mains, va consulter et explique sa situation, ce sur quoi il faut déjà beaucoup de courage, et souvent elle est seule, et fait l'objet parfois, je l'ai dit, de pression, pour pouvoir justement l'entourer adéquatement. Et donc je crois que le symbole qu'envoie la loi, et c'est ça qui est très important, le symbole qu'envoie la loi serait tout à fait différent. Et ici, c'est un symbole plus froid.
C'est un symbole plus revendicatif, bien sûr, puisqu'il est directement issu du combat de certaines femmes qui considèrent qu'elles ont pleinement le droit de s'autodéterminer à choisir, puisque c'est elles qui portent l'enfant. Mais c'est là que l'éthique et la profondeur, je dirais, spirituelle de cette réflexion revient, c'est qu'elles sont elles, mais elles portent un autre. Et à un moment donné, la balance entre les deux doit pouvoir être faite par la loi, au-delà du fait de conférer un droit supplémentaire qui n'est pas, nous le savons, une obligation. Joopol van Bellinghem, vous aviez une réaction aussi? Oui, je pense qu'il faut revenir aussi à la distinction entre IMG et IVG, ce qu'on voit en pratique en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, qui vont jusqu'à 18 semaines, c'est que les IMG se pratiquent généralement sous forme de mini-accouchement. Généralement, au niveau des IMG, il y a un désir d'enfant, et donc le mini-accouchement est relativement lourd, mais voilà, il se pratique pour ce cas. Alors que pour les IVG, notamment aux Pays-Bas, les IVG tardives, on est vraiment dans une situation de technique d'avortement chirurgical, donc avec dilatation du col de l'utérus et morcellement, donc démembrement. Et donc évidemment, les implications techniques mais psychologiques sont différentes dans le cas d'un mini-accouchement et d'une dilatation et morcellement. Et donc là, il y a vraiment une méconnaissance, je pense, des citoyens de manière générale, mais aussi des femmes par rapport à ces différentes techniques. Et là, il y a vraiment un besoin d'information. Et c'est là où on est un petit peu mal à l'aise avec une autre proposition du comité, qui est de supprimer l'obligation d'information par rapport à certains éléments, notamment les aides psychologiques, matérielles, financières pour les femmes, pour les mères célibataires, pour les couples. Où, voilà, je comprends bien qu'on veut faire confiance aux femmes et aux soignants, comme Mme de Lavelay l'a dit, mais finalement, on n'ose pas donner l'information, j'ai l'impression. Séverine de Lavelay, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on informe suffisamment les femmes? Et alors aussi, le projet de loi pourrait être de ne plus devoir donner ces informations. Comment réagissez-vous à ça? Première chose qui est importante, c'est que la recommandation numéro 1 de ce rapport, que j'invite tout le monde à lire, il est très facile à lire, en tout cas la synthèse, avec les 25 recommandations, c'est d'inclure l'interruption volontaire de grossesse dans la loi sur la santé. Parce que justement, c'est la meilleure façon de garantir que l'information et le consentement est plein et entier auprès des patients. Parce que si ça n'apparaît pas comme soin de santé, on sort de ce cadre contraignant. Et en plus, ça rentre dans la question de la qualité des actes médicaux qui sont donnés. Donc si on le reconnaît comme un acte de santé, on a cette obligation d'informer la patiente, comme pour tout autre type d'activité médicale. Et je ne suis pas en train de dire que ce serait la même chose. Hein. D'ailleurs, les experts et les expertes ne disent pas la même chose. Et donc, par rapport à la question de est-ce qu'il faut donner des informations aux patientes, oui, bien sûr. Il faut les informer sur ce qu'elles vont vivre et sur la contraception. Parce que c'est ce qu'on continue à souhaiter, c'est que ce ne soient pas des épisodes qui puissent se répéter plusieurs fois, même si, restons sereins, ce n'est pas le cas. Mais donc, les experts continuent à dire qu'il faut informer sur la contraception et sur ce qui va se passer au moment où on va pratiquer l'interruption de grossesse. Par contre, ce que les experts proposent, c'est qu'on arrête d'imposer aux femmes des informations sur ce qui aurait pu être considéré comme des alternatives, qui sont de conserver la grossesse et éventuellement de confier son enfant à l'adoption, et qui ne sont pas des alternatives à l'interruption volontaire de grossesse. C'est une autre trajectoire et soyons conscients que les femmes connaissent ça, elles le savent. Et leur imposer au moment d'un choix particulièrement difficile pour elles-mêmes et parfois pour leur couple ou leur famille, de leur dire non, mais finalement gardez votre grossesse et au bout du compte, si vous ne vous sentez pas capable d'accueillir votre enfant, offrez-le à l'adoption. L'adoption est un acte merveilleux. Personne ne remet ça en compte. Mais ce n'est pas une alternative à l'interruption volontaire de grossesse. C'est un autre projet, c'est un autre choix. Et comme écologistes, nous pensons, comme les acteurs et les actrices de terrain et les experts qui ont produit ce rapport, que ce n'est pas le moment pour parler de ça. Il y a d'autres endroits pour le faire. Il y a tout ce qui est l'EVRAS, hein, donc l'éducation à la vie relationnelle et sexuelle qui doivent être faits en amont, qui peut parler de tout ça, mais au moment où une femme a besoin d'aide, ce n'est pas le moment de venir avec des interférences et des autres types d'informations. Alors,
Christine Barguin. Je trouve ça un peu radical. Je comprends bien que le moment est très délicat et qu'il faut beaucoup de psychologie, évidemment, de la part de l'ensemble des praticiens pour parler au cœur de cette femme qui souffre et ne pas venir la charger de choses périphériques qu'elle ne peut pas entendre. Mais il faut aussi savoir, dans l'expérience humaine que nous avons, que des femmes ont regretté parfois que ça se passe trop vite, même avec le délai de réflexion qui existe dans la loi actuellement. Délai de réflexion qu'on prévoit peut-être de supprimer. Mais oui, voilà, donc ça c'est aussi une question. Et donc évidemment, se fier, donc vous dites, on écoute les femmes, mais en fait vous écoutez les femmes qui sont une minorité dans l'ensemble des femmes. Et il y a peut-être des femmes qui ont vécu des avortements à d'autres périodes, parce que la loi le permet et personne ne remet ça en cause en Belgique, ni moi non plus d'ailleurs, mais elles ont même jugé par après que ça s'était passé trop vite et qu'elles devaient vivre alors avec des regrets de toutes sortes. Et donc ça, je crois que c'est peut-être aller un pas trop loin. Et de nouveau, en tant que juriste et en tant qu'avocate, je dis, la loi est là pour être, elle a une portée universelle. Elle doit essayer d'embrasser tous les cas qui se présentent à nous. Et pas seulement de fournir des droits à une minorité, mais de faire en sorte que toutes les situations puisse être régie par elle, au besoin. Elle doit être réformée et c'est ce que vous me répondriez. Mais ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, dans cette universalité, elle doit reconnaître aussi que parfois, une majorité silencieuse qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer pense qu'il faut quand même un délai de réflexion, il faut quand même pouvoir avoir des informations de toutes sortes, prendre le temps en étant dégagé des pressions que l'on subit, de réfléchir en son fort intérieur sur ce que l'on fait dans une période très délicate et parfois être heureuse d'avoir fait le choix finalement de ne pas faire cette interruption volontaire de grossesse, ce que vous estimez, j'en suis convaincue, parfaitement honorable et parfaitement respectable. Et ça, je crois que ça doit être entendu aussi. Donc la loi, elle est protectrice d'une universalité, elle fournit des droits qui ne sont pas toujours des obligations et qui fournissent un encadrement, mais pour protéger, et protéger non pas une minorité, mais une totalité. Merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Évidemment, on ne clôturera pas ce débat aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage sur des questions vraiment essentielles et difficiles. Nous espérons voilà, que cette réflexion vous aura aussi éclairé d'une façon ou d'une autre. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur Ovio ou sur le site de catobel.be. On aura l'occasion de revenir sur ce débat. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Merci.